Je voulais trop devenir une star. Ah ouais? Ouais. Je suis entourée de girl boss en fait dans ma famille. Déjà, premier jour de la rentrée des classes, je suis arrivée, je suis allée en tongs, c'était interdit. Et là, elle me dit oula, madame, vous êtes atteinte de dépression là, hein? Ah ouais? Ouais, et là j'ai fait mais non, comment ça dépression? Elle est folle, elle. La peur de l'inconnu parce que tu sais pas dans quoi tu t'embarques. C'est vrai. C'est quand même des médicaments qui sont puissants. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast avec en invité Sibélia. Elle va nous raconter son histoire, ce qu'elle a pu traverser ces dernières années également. Il est important de préciser que nous ne sommes pas des experts de ce sujet qui est la santé mentale. Et d'ailleurs, Je voulais faire aussi un disclaimer. Je sais que j'ai pas la situation la plus compliquée. J'ai pas eu l'enfance la plus misérable. Je ne me plains pas de ça, au contraire, je suis reconnaissante. Je suis très 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 reconnaissante d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, de pouvoir manger à ma faim, d'avoir un toit, de pouvoir faire des études, d'être bien entourée, d'avoir une famille, mes 2 parents encore en bonne santé et en vie. C'est mon vécu, c'est mon expérience personnelle et je sais qu'il y a pire et je sais qu'il y a mieux aussi. Donc j'ai pas envie que les gens pensent que je me plaigne quoi. C'est vraiment pas pour me plaindre, c'est juste pour partager moi ce que j'ai vécu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis autant de temps avant d'en parler. Je voulais vraiment avoir du recul là-dessus et pouvoir en parler de façon un peu plus objective. maintenant je vous invite à vous poser tranquillement et je vous souhaite un bon visionnage. Bah bonjour du coup Sibélia. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans ce podcast, dans ce format. C'est la première fois que du coup tu es avec nous ici et du coup merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. T'es un peu stressé? Stressé, oui et non. Stressé, pas parce qu'il y a les caméras, parce que moi j'aime trop les caméras, mais stressé surtout parce que je vais parler d'un sujet assez sensible dont je n'ai jamais parlé auparavant et D'accord. même mes parents ne savent pas, ne Ok. connaissent pas le sujet, voilà. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Ouais, alors moi je m'appelle Sibélia, j'ai 22 ans. J'ai grandi à Tamatave à Madagascar et je suis arrivée en France en 2018, donc ça va faire bientôt 7 ans. 7 ans. Ouais, que je suis en France. Ok. J'ai fait 2 ans de lycée en France, j'étais en Haute-Savoie, vers Annecy. Et après, en 2020, j'ai déménagé à Lyon pour mes études. Et ça va, tu t'y plais à Lyon? Ouais, là je commence à faire un peu le tour parce que c'est pas très très grand non plus. Puis ça fait quand même 5 ans que je vis ici. Mais sinon, oui, ça va, j'aime beaucoup la ville. Et Ok. le cadre de vie et tout, c'est vraiment sympa. Selon toi, quels sont les adjectifs qui te caractérisent le plus au niveau de ta personnalité Moi, je sais pas, parce que je pense que c'est plus mes proches qui pourront Ouais. le dire. Mais franchement, moi, je me définirais comme aléatoire. Aléatoire. Ouais. Waouh, original. Bah, non, en vrai, pour être plus sérieuse, je suis quelqu'un de très dynamique. J'ai toujours une idée derrière la tête. Je suis assez créative dans la vie de tous les jours. Et je ne m'ennuie jamais. J'ai toujours des choses à faire. Je pense que je ne me rappelle pas de la dernière fois où je me suis ennuyée dans ma vie. La première fois qu'on s'était vu, toi et moi, tu me disais que ça te dérangeait pas d'être seul, de se retrouver avec toi-même. Pas du tout. Pas du tout. Bah, j'aime beaucoup être seule. Après, je suis quelqu'un de très sociable aussi. J'aime beaucoup les événements qui réunissent beaucoup de monde. Où j'adore rencontrer du monde et rencontrer de nouvelles personnes, discuter, apprendre à connaître les autres. Mais oui, j'adore être toute seule parce que je trouve que c'est comme ça qu'on découvre mieux les choses. J'adore apprendre quand je suis seule aussi, apprendre de nouvelles, de nouvelles fonctionnalités. En mode, je suis une machine. Apprendre. T'es un robot en fait. Ouais, un Le peu. côté aléatoire finalement. C'est ça, apprendre faire de nouvelles activités toute seule, par exemple, je sais pas, le maquillage, faire les ongles, le montage vidéo, prendre des photos, faire des retouches photos aussi, j'aime beaucoup faire ça, faire de la couture. J'ai Ok. vite abandonné, parce que là c'est dur, hein, mais ouais, j'aime beaucoup être seule, voilà. Toi, dans quel contexte tu grandis à Madagascar? Alors, premièrement, je grandis en tant que fille unique. Je ne suis pas fille unique, mais je grandis en tant que fille unique parce que moi, j'ai pas grandi avec mes parents. J'ai grandi avec ma grand-mère paternelle dans une grande maison à Tamatave. Du coup, je fais partie d'une famille recomposée. Quand j'étais petite, j'étais tout le temps avec ma grand-mère, mais quand je commençais à grandir, vu qu'elle travaillait souvent dans d'autres villes à Madagascar,
elle n'était pas souvent présente, on va dire. Donc j'étais souvent seule à la maison avec la Mpanampi. Et ouais, je grandis un peu isolée. Enfin, je jouais souvent avec mes cousines qui habitaient dans le quartier. T'étais comment petite? Genre, au niveau de ta personnalité, est-ce que t'as la même qu'aujourd'hui ou est-ce que t'avais d'autres personnalités? Quand j'étais petite, vraiment avant l'adolescence, Ouais. avant l'adolescence, Ouais. on me décrivait, d'après ce que mes parents, enfin ma grand-mère et mon grand-père me racontent, que j'étais quelqu'un de sans filtre. Je disais tout ce qui me passait par la tête. J'étais un peu fofolle. Fofolle. J'étais très spontanée en fait, voilà. Très spontanée. J'avais la joie de vivre. J'avais pas de filtre en fait. Quand j'avais quelque chose en tête, je le faisais. Je posais n'importe quelle question à n'importe qui. Je m'en fichais un peu du statut social ou de qui tu étais. Tu pouvais être quelqu'un de très haut placé. Je pouvais te dire des bêtises quoi. Et après, en grandissant, vers l'adolescence, là, j'ai commencé à vraiment être très réservée. Okay. À m'isoler, être réservée, et j'étais très 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 observatrice. En fait, j'observais beaucoup ce qui se passait autour de moi, le comportement des gens aussi, comment est-ce qu'ils agissaient, et je pense que je parlais beaucoup toute seule. Okay. C'est triste, hein, en vrai, mais j'avais pas d'amis. D'accord. Que ce soit à l'école ou à la maison, j'étais très isolée, quoi, très réservée. Je me rappelle quand j'étais en primaire, j'errais souvent dans la cour de récréation, je parlais pas trop aux gens. En tout cas, ça c'est mes souvenirs, hein. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais c'est ce que je vivais dans ma tête. Je regardais les gens autour de moi, je connaissais tout le monde, mais personne me connaissait. J'étais un peu le fantôme en fait. Okay. J'errais, et je me rappelle d'une anecdote quand j'étais petite, c'était une maîtresse qui disait à une fille « Ouais, il y a Sibélia là-bas, va jouer avec elle ». Et moi j'attendais, tu vois, j'étais comme ça, j'attendais en mode « Oui, viens jouer avec moi ». Et la fille, elle a dit non. J'ai fait « Ok, je suis partie ». Genre vraiment, j'observais tout le monde, j'étais vraiment dans mon coin. Ok. Et tu choisissais d'être seule? C'est quelque chose qui était... Bah, en vrai, je pense pas. Hein. Ouais. Je pense pas que c'était un choix, mais juste... je sais pas, je vivais au jour le jour. Mais même en primaire, je me rappelle, mon père était souvent convoqué par les maîtresses, par les professeurs, parce que apparemment, on me décrivait comme une enfant qui ne souriait pas. Je souriais pas en fait, j'étais juste là. Je manquais de vie, et en fait, j'avais une professeure à l'époque qui me demandait souvent « Est-ce que ça va à la maison ?» Mais moi, je comprenais pas. J'ai dit « Mais oui, ça va. Y a quoi ?» Et elle m'a dit « Oui, je veux voir ton père. » Et je me rappelle, cette professeure-là a demandé à mon père, m'a demandé « Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ton père ?» Je dis « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Bah, moi ça va, hein. Enfin, mon père, je l'aime bien, quoi. Enfin, c'est mon père. Mais ouais, tout ça pour dire que j'étais assez isolée. À l'époque, c'était quoi Est-ce que t'avais des rêves? Des rêves? Ouais. Ah, je voulais trop devenir une star. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui reste dans son Vraiment. coin. Mais en fait, je pense que ma personnalité, elle a toujours été là. Tu sais, ma personnalité quand j'étais petite, très pipelette, très spontanée, je pense qu'elle a toujours été là. Mais les circonstances de la vie ont fait que je me suis inconsciemment isolée en fait et renfermée sur moi-même. Mais quand j'étais petite, je voulais devenir une star. Mon métier de rêve, c'était... je jouais avec mes cousines, encore une fois. Chez moi, on avait un ordinateur et on avait une notice, la notice de l'ordinateur. Et en fait, moi, je commandais tout le monde. Je disais, moi, je suis la chef, vous êtes mes employés. Et vous êtes mes employés. Et la notice, là, vous copiez tout sur l'écran et toi, tu copies à la main. Et voilà, c'est ça, en fait. Vous travaillez au bureau et moi, je suis votre chef. Ah ouais, voilà. Ok. C'était ça la définition de la star? Star, chef, en fait je voulais ouais, la boss quoi. Okay. Ça devient d'où selon toi cette envie d'être la boss? Bah je viens pas d'une famille riche de base. Au contraire, je viens d'une famille vraiment qui vient d'un milieu assez défavorisé, mais qui a réussi à s'en sortir justement grâce à l'entrepreneuriat, grâce à... Je suis entourée de girl boss en fait dans ma famille, que ce soit ma grand-mère qui a tout créé elle-même de A à Z, ou ma tante qui est partie de rien, qui a fait des grandes études, ma mère, cette boss aussi qui a réussi à s'en sortir alors que pareil elle n'a pas fait d'études non plus. Et en fait je pense que c'est ça inconsciemment qui m'a motivée. On m'a toujours dit de faire des études, que c'était important, et j'ai toujours eu ce truc dans ma tête qu'il fallait faire des études et qu'il fallait... J'avais 5 ans, je voulais faire un master, je savais pas ce que c'était.
Donc pour te dire, ouais, Ok. je pense que ça a été ancré dans mon inconscient depuis toujours. Est-ce que tes rêves ont évolué depuis? La base de mes rêves n'a pas évolué dans le sens où je veux toujours réussir, je veux toujours poursuivre ma carrière coûte que coûte. Je suis toujours voilà, dans les études, en master et tout. Je ne compte pas abandonner. D'ailleurs, c'est ma dernière année, donc je ne vais pas abandonner maintenant. Mais attends, c'est quoi la question? Est-ce que ça a évolué depuis, tu sais, t'avais envie d'être une boss? Et est-ce qu'aujourd'hui, t'as toujours cette ambition, Bien, cette rage-là? mais bien sûr, j'ai toujours cette rage de réussir, toujours cette rage de vouloir être la boss que je mérite d'être, tu vois, de vouloir atteindre le sommet. Hmm. Après, je sais pas par quel moyen, ni comment, ni pourquoi, mais je sais que je vais y arriver un jour ou l'autre. Tu disais aussi que du coup, t'as grandi à Tamatave, Ouais. c'est ça? Comment tu décrirais Tamatave pour les personnes qui connaissent pas trop? Tamatave, connaissent c'est pas du tout. petit. Ouais. Tout le monde se connaît. Après, c'est un peu comme dans toutes les villes à Madagascar, je pense. Ouais. Tout le monde connaît tout le monde. Il suffit que tu aies des parents un peu influents et on sait que tu es la fille de quelqu'un, quoi. Tu vois, Et Tamatave, comment je dirais Tamatave? Je suis partie assez tôt, moi. J'avais 15 ans quand j'étais partie. Ça a beaucoup changé depuis. Et quand j'y suis retournée, j'ai pas vraiment eu le temps de découvrir Tamatave avec mes amis, etc. Mais franchement, j'en garde quand même de bons souvenirs. Avec la plage, les masquites, les noix de coco glacées. Non, franchement, c'était bien. Ça te manque un peu? Non, pas vraiment. Ok, bon, on passe à la suite. Pas vraiment. Non, pas Enfin, vraiment. ça me manque, oui et non. Ouais, Parce d'une que, certaine manière. d'une certaine manière, oui. Parce que c'est quand même une partie de moi que je peux pas oublier. C'est quand même toute mon adolescence. Et non, parce que j'ai pas forcément eu que des bons moments à Tamatave. Quel est ton meilleur souvenir de Madagascar? Genre, s'il y en a un que tu gardes absolument. Il y en a un que je garde absolument, c'est entre les deux cours. Quand on avait par exemple une pause ou 2 heures creuses, on allait à la plage manger des brochettes et boire des noix de coco glacées. Ça c'est banger, c'est trop bien. Ça me manque vraiment, ça, par contre. Bah, et quel est le pire, s'il y en a un? Le pire, c'est le regard des gens. Parce que, comme je t'ai dit, là-bas, tout le monde se connaît. Et il y a beaucoup de... Les gens parlent beaucoup entre eux et tu sais, il y a pas mal... Enfin, tu peux vite avoir de mauvaises... Enfin, une mauvaise réputation parce que les gens vont répondre pas mal de rumeurs sur toi et après, tu vas être la risée de tout le monde parce que c'est... Puis ça va vite en plus. Ouais, ça va très Ouais, très quand vite. tout le Je monde pense se que ça, c'est connaît. un de mes pires souvenirs de Tamatave. Ok. Du coup, t'es arrivé, tu disais tout à l'heure, du coup, à 15 ans ici en France. Enfin, Ouais. T'es parti assez jeune. Comment se passe ton arrivée ici? Mon arrivée ici, c'était très bizarre parce que moi, j'avais pas d'émotion. Enfin, j'étais très triste de quitter ma grand-mère parce que, comme je t'ai dit, j'ai grandi avec elle. Ma grand-mère, pour moi, c'est ma mère aussi. J'ai 2 mamans et ma grand-mère, je l'appelle maman aussi. Et je pense que le plus dur pour moi, c'était de quitter ma grand-mère. Pas quitter Madagascar, ni quitter ma famille, quitter mon copain de l'époque, ma grand-mère. Et comment se passe mon arrivée en France? Bah, j'arrive. On vient me chercher à l'aéroport. Déjà, je rencontre mes petites sœurs, qui sont toutes petites encore, trop mignonnes. Je rencontre mon beau-père, que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu. Je vais pas dire ça, mais je rencontre ma mère aussi. Je l'avais déjà vue, évidemment, parce que c'est ma mère. Mais je l'ai vue une fois en 2007, et après, je l'ai revue en 2017. Ok, ouais, c'est passé Et 10 je suis ans, arrivée quand en même. 2018, quoi, tu vois. Donc, en fait, je la connaissais pas. Enfin, on parlait tous les jours, évidemment, sur les réseaux sociaux, mais je la connaissais pas, je savais pas comment elle vivait, etc., etc. Et j'arrive, il vient me chercher à l'aéroport de Lyon. Et vu qu'ils habitent en Haute-Savoie, donc on a à peu près 1h15, 1h30 de route. Je prends la route, je me dis, ouais, c'est ça la France. Je vois, il y a des champs et tout. Moi, je pensais que c'était des buildings, je pensais c'était des gratte-ciel comme à New York. Je dis, bon, je vois des vaches. Je fais, ah, il y a des vaches ici. Elles sont comment les vaches? Souvent, quand il y a des Malgaches, ils voient des vaches ici, ils disent, ah ouais, c'est cette couleur-là ici. J'ai pas calculé la couleur, mais j'ai juste dit, ouais, il y a des champs. En fait. Et ça t'a Il y a étonné Il y a des trucs qui poussent. Ok, d'accord. C'est la fille qui n'a jamais quitté Madagascar de sa vie, quoi. Ouais. Et là, on arrive à la maison. Donc, mes parents, ils habitent en campagne un peu. Donc, petite maison, petite piscine, tranquille. Je me dis, ouais, il n'y a rien autour. C'est vide. Moi, je viens de la ville. Là, t'as rien. T'as même pas de transport en commun. T'as pas de train. T'as rien du tout.
Bon, j'arrive, on me présente ma chambre. Et là, je commence déjà à voir. Alors là, je vais mettre un bureau. Là, il y aura mon lit. Ok, je me rappelle, ma mère, elle avait filmé, elle avait mis dans sa story sur Facebook. Et c'est un des seuls souvenirs que j'ai de mon arrivée. Et après, c'était la rentrée, etc. Comment tu perçois justement les différences culturelles qu'il peuvent avoir entre la France et Madagascar? Toi, comment tu le vivais? Vu que tu es arrivé en plus relativement tôt, donc j'imagine que tu as eu pas mal de prise de recul par rapport à tout ça. Ouais, c'était compliqué, oui et non, parce que il faut savoir que moi, j'ai été scolarisée depuis la maternelle au lycée français de Tamatave. Donc, ce qui fait que tu es entouré de personnes qui viennent d'un milieu très, très, très aisé. Tu suis le programme français quand tu es à l'école, donc tu apprends l'histoire de France. En fait, c'est comme si tu étais dans une école en France, quoi. Donc finalement, la culture française, la culture européenne, t'es un peu imbibé dedans. Surtout avec tout ce qui t'entoure, tout ce qui est télévision et médias. Tu vois un peu comment les Vasas y vivent, en fait. Donc finalement, moi, ça m'a pas... Au contraire, ça m'a arrangé, hein, parce que je me dis, j'ai envie de me faire cuire un œuf, je suis pas obligée d'aller allumer le charbon, quoi. Tu cliques sur un bouton et c'est prêt. Non, franchement, c'était bien. C'était bien. Mais ça, c'était pas très compliqué. Le mode de vie, c'était pas très compliqué. Mais ce qui était plus compliqué, c'était la sociabilisation avec les personnes. Ça, c'était dur. Surtout que moi, je suis arrivée, j'étais en première. Donc, les personnes ont eu le temps d'apprendre à se connaître en seconde. Toi, t'arrives, t'es étrangère. Déjà, premier jour de la rentrée des classes, je suis arrivée, je suis allée en tongs. C'était interdit. Je savais pas. Je savais pas non plus. C'est interdit au lycée en France de mettre des tongs. Ok. Au cas où. Et je savais pas. Enfin, tu t'habillais de façon un peu approximative, on va pas se mentir. Et ouais, t'es différente en fait. Puis les gens ils te regardent, tu parles, t'as un accent. Enfin. Ouais, ils te font ressentir aussi que t'es différente. Ouais. Je me rappelle la première fois que j'étais en cours de français, moi j'aime bien participer en cours. Donc j'ai lu un texte, un extrait de texte qu'on devait lire en cours. Et on s'est foutu de moi parce que j'avais un accent. Wow. Et plus jamais j'ai pris la parole. En première. Enfin, en tout cas à l'école. Ok. Tu t'es renfermé direct. Direct. Jamais. Je me suis direct braquée, j'ai dit direct. Non, plus jamais. Est-ce que t'as ressenti le mal du pays un peu? Le mal du pays, non, jamais. Jamais? Non. Franchement, non. C'est surtout la nourriture qui m'a manqué. Ouais. Mais le mal du pays... Est-ce que c'est pas ça le mal du pays finalement? La nourriture. Ça fait partie, je pense. C'est une petite branche. Ouais, parce que t'as pas de brochette ici. T'as pas la plage non plus. J'avoue. C'est encore moins en campagne. Ouais, et puis quand tu payes tes samosas 4 €, là t'as le mal du pays, je pense. Hein. C'est clair. On en parlait un peu tout à l'heure en introduction. Tu disais qu'il y avait un sujet que t'avais du mal à aborder, ou en tout cas c'est la première fois que tu l'abordes ouvertement, j'imagine. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces difficultés? Je parlerai de difficultés pour l'instant parce que je maîtrise pas encore totalement le sujet, mais de difficultés que tu as pu surmonter du coup dans ta vie. Ouais, la principale difficulté, je trouve qu'on n'en parle pas assez, surtout auprès de la communauté malgache, c'est la santé mentale. Parce que la santé physique, c'est bien, mais je pense que tout passe par la santé mentale avant tout. C'est tout aussi important, en fait, si ce n'est plus important que la santé physique. Ouais, c'est un équilibre entre les deux, quoi. Oui, totalement. À quel moment tu te dis, justement, parce que c'est important de le dire aussi, à quel moment tu te dis c'est important? La question, elle apparaît un peu bateau comme ça, mais culturellement, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Quand on a un environnement, effectivement, de culture malgache, c'est pas quelque chose qu'on aborde très souvent. Toi, à quel moment tu te dis, wow, c'est quand même important? Le terme santé mentale m'est venu assez tard. Parce que au début, pour moi, ça a été des sautes d'humeur ou des moments difficiles à traverser, et après ça passait, et après t'allais mal, après t'allais mieux. Mais le terme santé mentale en lui-même, il m'est venu assez tard, quand j'ai commencé à vraiment faire des recherches, et quand même les personnes qui étaient proches de moi dans mon entourage commençaient à me dire Sibélia, ça va pas là, faudrait peut-être que tu commences à aller voir quelqu'un, faudrait peut-être que tu commences à prendre un peu soin de toi de ce côté-là aussi. Ok. Et selon toi, qu'est-ce qui déclenche qu'est-ce qui a déclenché chez toi c'est justement cette difficulté-là mentale, en tout cas cette santé mentale? La difficulté de santé mentale, qu'est-ce qui a déclenché? Je pense déjà ça a commencé par ma situation familiale qui est de base très compliquée et conflictuelle.
le fait de pas avoir de sentiment d'appartenance et de pas savoir à quel groupe appartenir en grandissant. Parce que moi, j'ai grandi, comme je le disais, dans un milieu modeste. Alors attention, je ne manquais de rien. Je mangeais à ma faim. J'avais un toit. Je viens quand même d'une famille qui est assez privilégiée. Donc, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Mais on vivait de façon très, très locale. Donc, dans le sens où chez moi, on n'avait même pas de frigo, tu vois. On vivait au jour le jour. Le matin, on allait au marché pour acheter du poisson pour manger. Le matin, petit déjeuner, on mangeait du riz. Matin, midi, soir. Enfin, c'était vraiment très local, quoi. On n'avait pas de plaque à induction, gaz, de je sais pas quoi, là. Non, nous, c'était charbon. Ouais. Et à côté de ça, j'ai été au lycée français. J'avais des amis qui étaient milliardaires, billionnaires, tout ce que tu veux. Et chez eux, c'était le luxe, quoi. Ils allaient faire les courses au supermarché. Pour moi ça, c'était le luxe, tu vois, à l'époque. Ils allaient faire leurs courses au supermarché. Ils faisaient des gâteaux. Moi, c'était une dinguerie de faire des gâteaux. Moi, j'avais pas de four. Ils faisaient des gâteaux. Ils allaient faire des trucs culturels. Ça aussi, des trucs culturels. Ils faisaient du piano, du violon, violoncelle, aïkido, jiu-jitsu, je sais pas quoi. Non, moi, j'allais à l'école. Ouais. Et à l'église. C'est tout. Ouais, ils avaient des activités extrascolaires. C'est ça. Moi, Avec le terme extrascolaire. Extrascolaire. Ouais, c'est ça. Non, moi, j'avais pas ça. Ouais. Bah, moi, c'était... je sais pas, je vais à l'école le matin, je rentre chez moi le soir, je prends mon goûter, je mange du mou foie conge, et puis je regarde la télé et je joue avec les enfants du quartier, tu vois. Ça, c'était mon quotidien. Et à côté de ça, tu vis parmi les gens les plus riches de Tamatave, avec leur maison, avec piscine, vraiment la haute bourgeoisie, on va dire. Et en fait, toi, t'es là, tu sais pas trop à quoi t'identifier. Tu sais pas trop où aller. Et forcément, quand t'es enfant, tu préfères aller au plus agréable, donc au plus confortable. Moi, je voulais trop vivre comme mes collègues à l'école. Je me demandais, en fait, pourquoi moi, j'étais pas comme ça. Des fois, je ressentais même un sentiment d'injustice en me disant, mais pourquoi on n'a pas de frigo ? Pourquoi moi je vis comme ça et les autres ils vivent comme ça Et pourtant, à cette période-là, je me rendais pas compte du privilège que j'avais, aussi comparé à, comme je disais tout à l'heure, mes amis du quartier qui, eux, n'avaient pas tout ce que j'avais moi. En fait, c'était vraiment des différents échelons. Et moi, je comprenais pas, je savais pas trop à quoi m'identifier. T'étais un peu entre les deux. Ouais, j'étais un peu entre les deux parce que je côtoyais les deux milieux, les trois milieux même, dont le mien. Et je savais pas, parce que les gens avec qui je traînais au quartier me considéraient comme quelqu'un de privilégié, tandis qu'à l'école, j'étais un peu la pauvre, entre gros guillemets, parce que j'étais loin d'être pauvre, mais j'étais un peu comparé à eux. Eux, ils étaient accompagnés de 4x4 chauffeurs pour aller à l'école. Moi, je prenais le tuk-tuk au coin de la rue, quoi. Et c'était pas pareil. Pendant que mes autres collègues, ils allaient à pied. Enfin, c'était vraiment compliqué en fait de s'identifier, et surtout avec mes deux familles aussi, parce que mes deux familles sont totalement différentes. La famille de mon père qui est assez conservatrice, très conservatrice, et la famille de ma mère qui est un peu plus open, plus fêtarde, etc. Donc moi je savais pas trop où aller. Donc je pense que ça a commencé là, et c'est de là que je me suis vraiment que j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. Et je pense que ça a beaucoup biaisé aussi mon évolution. Et après, il a fallu partir en France. Voilà, comme si... Ça arrivait d'un coup comme ça. Ouais, comme si c'était pas assez compliqué, il fallait que je change d'environnement du tout au tout, en fait. Tu passes de 28 degrés à -4. Tu passes de courir, être en retard parce qu'il y a trop de pouce-pouce, à courir après le bus et glisser sur le verglas. Non, c'est vrai que c'est un choc. Sur le coup, on s'en rend pas compte, en fait, parce que t'es dedans et tu vis au jour le jour. Mais c'est vraiment avec du recul que tu te rends compte que ça joue vraiment beaucoup sur ta santé mentale, encore une fois. Ouais, totalement. En fait, ton environnement, il change en permanence. C'est-à-dire que... C'est ça. Et c'est pas de ton ressort. Oui. À ce moment-là, c'est-à-dire quand t'es dans ton quartier avec tes amis, et après quand tu vas au lycée avec un nouvel environnement encore, et maintenant tu te retrouves en France avec un nouvel environnement. Ouais, c'est ça. Et c'est rarement toi dans les cas... c'est rarement toi qui choisis. Tu subis d'une certaine manière. Ah, mais totalement, tu subis. Déjà que de base, t'as pas une figure familiale normale. Je dis normale entre guillemets parce que chacun sa normalité, mais t'as pas de maman, papa, foyer, enfant. T'as pas ça. En plus, tu jongles entre plusieurs milieux sociaux. Et en plus de ça, tu changes d'environnement tout le temps dans ta vie quotidienne. C'est compliqué. En fait, tu cherches à te faire accepter un peu partout, et
ça te forge pas ta personnalité à toi, parce que ta personnalité se forge en fonction des autres. Tu Ouais. agis comme on voudrait que tu sois et pas comme tu aimerais être. Moi, Mhm. pendant longtemps, je savais pas ce que je voulais. Moi, je pensais que j'étais comme ça, alors que pas du tout. C'est juste parce que c'est ce que les gens voulaient que je sois, en fait, finalement. Et quel est l'élément déclencheur qui fait que tu t'es posé la question de la santé mentale? Qui t'en a parlé? Qu'est-ce qui a fait que? C'est mon ex-copain de l'époque, d'il y a 2 ans, qui, en fait, on était tout le temps ensemble, forcément, parce qu'on était, on était ensemble, quoi. Et lui, il voyait que ça allait pas. J'étais jamais heureuse. Il y avait tout le temps un truc qui allait pas. Même si je pouvais avoir la meilleure journée du monde, il pouvait m'inviter au restaurant, m'offrir des fleurs, plein de trucs. Je trouvais toujours un truc qui allait pas. J'étais tout le temps fatiguée. Pendant des grands 2 semaines, je lâchais pas un seul sourire. Je broyais du noir tout le temps. Je me concentrais sur le négatif. J'étais jamais heureuse, en fait. Et ça a commencé quand j'ai fait mes premières crises d'angoisse. Après, je pense que ça a joué aussi. À cause de tout ce que j'ai vécu, toute mon enfance, etc., j'ai eu des relations qui étaient assez compliquées avec les hommes au début. Donc ça a beaucoup joué aussi. Mais je commençais à faire des crises d'angoisse. Je commençais à faire des crises de tétanie. C'est-à-dire que par exemple, tu dois faire quelque chose. Et en fait, ça bloque tellement dans ta tête que t'es juste bloqué, t'es comme ça. T'arrives pas à bouger, t'arrives à rien faire. Faire les choses les plus simples était compliqué. Aller se laver les dents. Mais alors là, c'est comme si tu me demandais de courir un marathon, alors que je devais juste me lever, aller me laver les dents. Aller me laver le corps. Ouais, ça me fait dégueulasse dit comme ça. Mais elle se lave, hein, vous inquiétez pas. Oui, je suis très propre. Hein. Ok. Aller me laver, prendre une douche. C'était une épreuve. Comme je te disais, j'étais tout le temps fatiguée. Il m'invitait au resto, je m'endormais au restaurant. Mais le mec, forcément, il est pas content. Tu t'invites dans un resto gastronomique, tu t'endors. Un peu limite quand même, tu vois. Et là, il a commencé à me dire, mais ma chérie, ça va pas. Hein. Faudrait peut-être que tu commences à aller voir quelqu'un et tout. Et là, je me suis remise en question. Tu sais, je commençais même à m'auto-diagnostiquer, parce qu'on fait tous ça. On s'auto-diagnostique, on regarde sur Google, symptômes de dépression, symptômes de machin. Je commençais même à lire des trucs de signes astrologiques, à lire les astres. Est-ce que Vénus, Mercure rétrograde? Non. Mais quand il te le dit, tu le perçois comment, toi? Est-ce que tu es dans le déni, dans le refus de sa remarque, ou tu l'acceptes quand même? Bah, au fond, je sais qu'il a raison, tu vois. Au fond, je sais qu'il y a un truc qui cloche, parce que ça fait quand même un moment que j'ai des états dépressifs comme ça. Je dis pas encore dépression, je dis état dépressif, parce que j'en ai eu plusieurs. Quand j'étais encore à Madagascar notamment, j'avais eu une période où j'ai perdu, je crois, 5 kilos en une semaine. Je mangeais plus, je me nourrissais plus. J'étais vraiment vide. Et après, ça allait. Je repartais de plus belle. Et après, quand je suis arrivée en France, pareil, j'ai eu une période comme ça où j'étais juste l'ombre de moi-même. Je me regardais dans le miroir, je me reconnaissais même pas, j'étais un zombie. Et après, ça allait mieux. Et ensuite, après, je pense, le 3e état dépressif que j'ai eu, là, c'est parti vraiment beaucoup plus loin, comme je t'ai dit tout à l'heure. Parce que tu commences à être adulte, donc tu as un taf, tu es obligé d'aller au travail. Donc en fait, tu te lèves tous les jours sans aucun but dans ta vie. Tu dis juste, faut que j'aille au taf, quoi. Et du coup, dans un contexte comme celui-ci, tu t'appuies sur quoi pour essayer, je dis bien essayer, de t'en sortir? Est-ce que tu es allé voir quelqu'un, par exemple? Oui, alors, j'ai commencé à aller voir une psy. Mais en fait, c'est le genre de psy, tu lui parles, des fois il y a des blancs, elle te regarde en blanc des yeux comme ça. Tu pleures, elle te regarde comme ça. Elle écrit dans son carnet, mais elle te parle pas. Je dis, mais madame, je paye, hein. Je suis là, je sais pas, dites-moi un truc. Enfin, je suis là pour aller mieux, en fait. Et carrément, j'avais même pas envie d'y aller. Donc je me dis, c'est pas normal quand même. Donc j'avais arrêté d'y aller. Je me dis, les psychologues là, ça sert à rien. Ce qui m'a sauvée, c'est j'avais une copine qui allait voir une psychologue, une autre psychologue. Elle m'a dit, ouais, en plus, elle habite juste à côté de chez toi. Elle est trop bien et tout. Tiens, je te donne son contact. Et j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Et c'est elle qui m'a ouvert les yeux. Donc je lui ai raconté tous mes symptômes. Enfin, je lui ai raconté tout ce que je vivais. J'ai raconté ma vie, quoi, normal. Et elle, par contre, elle était vraiment intéressée. Elle était hyper friendly, hyper ouverte. Et là, elle me dit, oula,
madame, vous êtes atteinte de dépression là, hein? Ah ouais. Ouais, et là j'ai fait, mais non, comment ça, dépression? Elle est folle, elle. J'ai dit, non, c'est juste une mauvaise phase, ça va aller, c'est pas la dépression, c'est quoi dépression même? Elle me dit, ah si, là, votre état, elle commence à être vraiment critique, hein. Parce que je lui ai raconté que j'avais des pensées suicidaires, carrément. Je me rappelle, j'habitais dans un grand appartement avec mon ex de l'époque, et on avait un balcon, et des fois, pendant 40 minutes, je regardais le balcon comme ça, je me disais, ça fait quoi si je saute? Des fois, je me sentais pas bien dans ma tête, et j'avais qu'une envie, c'était obsessionnel, c'était de me taper la tête contre le coin du mur, genre comme ça, très très fort, tu vois. Bizarre la meuf. Mais ouais, c'était... Et du coup, je lui ai raconté ça et tout, je lui ai dit, mais peut-être que je suis folle, on sait pas. Elle me fait, non, madame, c'est la dépression. Moi, je lui ai dit, mais non, c'est pas la dépression. J'étais vraiment dans le déni, hein, parce que pour moi, dépression... Ouais, mais c'est la première chose quand enfin, tout ce que j'ai pu voir, c'est quand t'es en dépression, t'es souvent dans le déni. Oui. C'est la première réaction aussi de défense d'un être humain. Surtout venant d'un milieu, en étant malgache, c'est pas des choses dont on parle. Et même là-bas, quand t'as des problèmes de santé mentale, on ne gère pas les choses de la même façon que ici. Pour moi, je suis désolée du terme, mais pour moi, la dépression, c'était des problèmes de blanc, quoi. Nous, on n'a pas ça. Nous, on est fort, on s'accroche, on est fiers, surtout, on est très, très fiers. Et c'est santé physique avant tout et pas de santé mentale, en fait. Tu vas chez le médecin, tu fais des analyses, prise de sang, mais tu prends pas d'antidépresseurs. Et puis surtout, j'ai tellement entendu mal parler des antidépresseurs, parce que des personnes de mon entourage qui disaient oui, moi ça m'a rendu addict, moi ça m'a fait empirer mon état, moi ça m'a fait ci, ça m'a fait ça, mais moi j'avais aucune envie de plonger là-dedans, de devenir addict. Non, pour moi c'était hors de question. Donc quand elle m'a dit madame, vous êtes atteinte de dépression, j'ai fait non, c'est pas possible. Finalement, je me suis dit, bon, peut-être arrêter de faire la tête de mule. Si on veut aller mieux, il faut peut-être prendre les choses en main. Donc, j'ai continué quand même à aller la voir. Je crois que c'est au bout de la 5e séance que j'ai enfin accepté de me dire, allez, vas-y, fais-moi ta lettre, là. Parce que, en fait... il faut T'as quand même fait la tête de mule. Ah oui, bah, bien sûr. Attends, on change pas une équipe qui gagne. Bien sûr. Pour le coup, elle a un peu perdu. Ouais. Faut savoir que la psychologue ne peut pas te prescrire les médicaments. C'est le psychiatre qui peut le faire. Et moi, je suis allée voir une psychologue. Donc, elle, ce qu'elle peut faire, c'est te faire une lettre adressée à ton médecin traitant. Et ton médecin traitant, lui, va te prescrire les médicaments derrière. Donc, elle m'a fait la lettre pour le médecin, l'a imprimée, elle me l'a donnée. J'ai mis 2 semaines avant d'aller chez le médecin. Je suis allée chez le médecin et tout, toute timide. Je fais oui, la psychologue a dit j'avais la dépression. Est-ce que vous pouvez... me prescrire des médicaments et tout. Donc il m'a posé quelques questions, il m'a dit oui, ma dépression. Voilà. Okay. Il m'a prescrit les médicaments. J'ai mis 2 semaines avant d'aller acheter les médicaments. Et comment ça se fait? Genre, est-ce que c'est la peur? T'es toujours dans le déni encore? La peur, le déni, et en fait la peur de l'inconnu, parce que tu sais pas dans quoi tu t'embarques. C'est quand même des médicaments qui sont puissants. Donc le médecin, il m'a prescrit une boîte d'anxiolytiques. Donc à prendre uniquement en cas de grosses crises d'angoisse qui sont incontrôlables, vraiment de façon ponctuelle. Et d'ailleurs, je suis fière de moi parce qu'il m'a prescrit une boîte d'anxiolytiques et j'ai jamais racheté de boîte. Voilà. Bravo. Et des antidépresseurs. Donc c'est un traitement de fond à prendre pour traiter plus en profondeur la dépression, la maladie. Donc je suis allée à la pharmacie finalement, j'ai acheté les médicaments, mais le pharmacien il m'a dit mais ça fait longtemps là l'ordonnance là. Je fais ouais bah je sais, écoutez voilà. Donc il m'a expliqué un petit peu, il a essayé quand même de me rassurer, de me dire que oui si y a de la surdose, c'est évident qu'on peut être accro et addict, mais par contre si on fait bien les choses comme il faut. J'ai acheté les médicaments et j'ai mis 2 semaines avant de les prendre parce que ouais j'étais encore dans le déni. Et quand j'ai commencé à prendre... j'ai pas touché aux anxiolytiques pour le moment. Et quand j'ai commencé à prendre les antidépresseurs, au début, ça te fait un peu tourner la tête parce que forcément, c'est des médicaments qui sont assez puissants. Donc, t'as un peu de vertige. Quand tu tournes la tête, c'est comme si t'avais bu 3 litres de rhum parce que tu vois au ralenti, en fait. Tu vois au ralenti, tu vois les choses floues. Enfin, c'est drôle. Mais c'est pas cool en même temps, tu vois. Et après, t'as l'impression de revivre. Tu redécouvres la vie, t'es là en mode « Waouh, le ciel !»
T'es un peu sur un nuage, quoi. Ouais, les plantes. En plus, c'était le printemps. Je me suis dit, les fleurs, c'est trop beau, la vie est belle. Tu redécouvres la vie, c'est comme si tu étais en train de renaître. Donc, ça allait. Et puis, je continuais toujours à aller consulter la psychologue, évidemment, parce qu'il faut toujours être suivi. Et puis, la vie a suivi son cours. Et c'était compliqué pour moi parce que j'enchaînais 2 tafs à l'époque, 2 boulots à côté de mes études. Donc, le rythme était très, très, très dur. Et c'était compliqué aussi pour ma psy de me convaincre à me mettre en arrêt maladie. Juste ça, hein, parce que pour moi, il fallait bosser. Je ne vais pas me mettre en arrêt alors qu'on est en France, on a le droit. Mais non, moi, c'était compliqué. Donc, je me suis mise, je crois, 2 mois en arrêt. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai ouvert ma chaîne TikTok, abonnez-vous. Et... C'est le moment de la promo. Voilà. J'ai ouvert ma chaîne TikTok où je parlais de maquillage parce que c'était ma passion. Pour moi aussi, c'était nouveau de faire quelque chose pour moi. Et ça m'a vraiment fait plaisir de faire ça. Et j'ai continué à prendre les antidépresseurs donc pendant 1 an et demi. Là, j'ai arrêté en avril 2023, il me semble. J'ai commencé mon sevrage. Mais le sevrage, il était dur. Ah ouais? Ah ouais, vraiment dur. À quel point? Tu diminues les doses petit à petit. Au départ, tu prends un cachet par jour. Après, tu alternes un cachet, un jour sur 2. Après, tu réduis à un demi-cachet. Mais ouais, au début, ton corps, il sent le manque, en fait, de la dose comme une drogue. Ouais. Et t'as la tête qui tourne, tu te lèves, des fois tu tombes parce que t'as le vertige. Moi, une fois, j'ai fait des bêtises. Il faut pas faire ça. En fait, moi, je suis tête en l'air, tu vois. Et j'ai oublié de prendre mes médicaments. Et j'avais pris mon cachet vers 17h. Et le soir, 19h30, j'avais mon repas avec mon entreprise, mon alternance. J'ai bu un verre de vin. Oh là 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 là. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes devant tout le monde. C'était horrible. Je suis allée aux toilettes, je voyais fou, j'étais comme ça. Je me suis assise comme ça 5 minutes. Avec un verre. Même pas, j'ai même pas fini le verre. Ah, t'as même pas fini. Juste, tu mélanges pas l'alcool avec ce genre de choses. Juste, moi, j'étais folle. Ça, c'est vraiment pas à faire. Mais pour te dire, les effets secondaires, il y en a quand même. Hein. Je vais pas dire que c'était tout beau, tout rose. Le sevrage, j'étais en plein sevrage, en plus, c'est ça le pire. Je prenais un demi-cachet. Mais c'était super compliqué. Et après, je sais plus quand, j'ai arrêté totalement d'en prendre et puis ça allait. Et je continue toujours d'aller voir ma psy d'ailleurs. Un peu à une fréquence, un peu moins souvent qu'au début, c'est sûr. Mais je continue toujours à y aller. Et ça va mieux? Voilà, ça va très bien. Franchement, Ça fait combien de temps que ça va mieux? Ça fait combien de temps que ça va mieux? Je pense que je peux te dire que depuis que j'ai commencé mon traitement et depuis que j'ai commencé à me prendre en main, ça va mieux. Mais en fait, c'est graduel. Tu penses que ça va mieux et tu penses que t'es à ton prime, mais en fait, non, t'es pas à ton prime. Ça peut encore aller encore mieux. Et c'est ça qui est cool. Et après, c'est toujours de l'apprentissage constant, tu vois. Et en fait, comme je t'ai dit, j'ai été très renfermée sur moi-même. Donc, j'ai appris à me connaître, j'ai redécouvert ma personnalité que j'avais enfuie depuis que je sais même pas. Je savais même pas que j'étais comme ça avant, tu vois. Comme tu dis, j'étais renfermée, j'étais souvent seule, je sortais pas souvent. J'étais souvent avec mon copain, enfermée à la maison, on faisait rien. Enfin, si, on faisait des choses, on regardait la télé, on faisait des activités. Mais j'étais pas celle que je suis aujourd'hui. Tu vois, j'étais pas aussi épanouie, si tu veux. Donc là, je peux te dire que ça va très bien. Est-ce que tu avais des appréhensions pour en parler sur cette chaîne où effectivement il y a une communauté qui est principalement de la diaspora malgache ou malgache principalement? Est-ce que tu avais des appréhensions? Ouais, parce que je sais que c'est encore un peu c'est encore tabou le sujet de la santé mentale au sein de la communauté malgache. Et j'avais des appréhensions dans le sens où on aurait peut-être pu me critiquer sur ce que je vais dire, etc., sur ce que j'allais dire. Mais il faut savoir que là, je parle de mon expérience, je parle de ce qui a fonctionné pour moi et de ce que j'ai vécu personnellement. Donc, ce qui peut fonctionner pour moi peut ne pas fonctionner pour d'autres. Mais je tenais quand même à témoigner et à partager tout ce que j'avais vécu. Est-ce que tu en as parlé à des personnes de ton entourage? Justement, oui. La famille proche. Alors, ma mère sait que ma mère a su que je lui ai dit que je voyais un psy. Elle sait pas que j'ai pris des médicaments. Elle m'a dit tu prends pas ça. Mais maintenant, maman, tu vas le savoir. Et sinon, ouais, mes amies proches, elles l'ont su. Et d'ailleurs, elles étaient un peu inquiètes pour moi quand j'ai commencé mon traitement. Parce qu'elles disaient, ah ouais, fais quand même attention. Parce que, encore une fois, on entend beaucoup parler des antidépresseurs et des gens qui sombrent encore plus
en prenant des anxios. Mais c'est vrai qu'on entend rarement parler des gens qui arrivent, qui arrivent à s'en sortir. Et ça, c'est important parce que c'est un message positif. On essaie de transmettre, de dire que même quand on traverse des moments difficiles, on peut s'en sortir via effectivement des spécialistes qui essaient d'aider et qui font ce qu'ils peuvent aussi pour... Oui, c'est ça. Et je pense que quand on a la résilience de vouloir s'en sortir et quand on est convaincu qu'on va s'en sortir, on finit par s'en sortir. Parce qu'on s'en donne les moyens, en fait. On fait ce qui est le mieux pour nous. Pourquoi on parle pas effectivement de ça dans la diaspora? Pourquoi il y a, notamment nous, quand on arrive ici en France pour étudier, je pense qu'il y a énormément d'étudiants qui traversent des moments très difficiles mentalement, mais qui ne savent pas trop à qui en parler, justement parce que y a une sorte de tabou, je sais pas, et d'où ça vient selon toi? Mais moi, je pense que ça vient du fait que nous, dans la culture malgache, dans la culture africaine en général, on est très pudique de sentiments. Ouais. On ne parle pas de ce qu'on ressent. Je me rappelle pas de la dernière fois ni de la première fois où j'ai dit je t'aime à mon père, par exemple, ou même à ma grand-mère, alors que ma grand-mère, c'est toute ma vie, je l'aime plus que tout. Je me rappelle pas lui avoir dit je t'aime comme ça de vive voix, même à ma mère. Sur Snap, c'est facile d'écrire je t'aime maman. Mais en vrai, lui dire je t'aime, elle sait, non? Il n'y a pas besoin de lui dire. Ouais. Et je pense on est plus dans l'action, quoi. C'est-à-dire, on montre plus notre amour qu'on le dit. Oui, enfin, on le montre, et encore, hein. Par exemple, tu t'engueules, tu te disputes avec tes parents, ils vont pas s'excuser, même s'ils disent des trucs blessants, ils vont juste dire viens manger du riz. Tu vois, c'est comme si on parle pas de ce genre de choses. Les sentiments, ça n'existe, pas que ça n'existe pas, mais on n'en parle pas. Et je pense que c'est lié au fait qu'on est habitué à survivre et non pas à vivre à Madagascar. Parce que la vie est tellement difficile, là je le vois hein, dans ma famille qui est encore à Madagascar. La vie est tellement difficile qu'en fait, ils ne vivent pas. Ma grand-mère, par exemple, on est partis à l'île Maurice en vacances ensemble. Je pense que c'est les premières vraies vacances qu'elle a prises de sa vie. Et elle m'a dit, mais ouais, c'est ça les vacances. Elle travaillait pas, elle a coupé son téléphone pour pas recevoir des appels de ses employés, etc. Elle a juste profité et elle a dit, mais c'est trop bien les vacances. Tellement... quand on partait en vacances, c'était pour aller à Tana. Sauf que pour moi, c'était des vacances, oui, mais pour elle, c'était pour aller chez le grossiste et acheter de la marchandise. C'est pas des vacances, quoi. Ou sinon, on allait à la campagne. Pour moi, c'était des vacances, encore une fois, mais pour elle, c'était pour voir ses plantations et son business. Je pense que c'est lié au fait qu'on n'est pas habitué à juste vivre la vie tout court, mais parce qu'on survit. On survit, ouais. À travers ce que tu as pu vivre depuis tout ce temps, et depuis l'enfance, et à ce que tu as traversé aussi plus récemment, quel message t'aimerais, toi, faire passer en tout cas? Le message que j'aimerais faire passer, premièrement, c'est de ne pas s'isoler, de bien s'entourer et d'en parler quand ça ne va pas. En parler, on est en France, on est entouré de professionnels, je pense qu'en tant que jeune, en tout cas en tant qu'étudiant, on est assez... j'ai pas les numéros en tête, mais on a des dispositifs qui permettent de s'en sortir et de nous aider, notamment dans les universités ou dans les différentes associations. Donc premièrement, ne pas s'isoler et en parler, ne pas s'enfermer. Et deuxièmement, ne pas avoir honte d'être qui on est. De ne pas avoir peur de montrer sa personnalité, de peur de ne pas être accepté. Et surtout, ne pas vivre à travers les autres, en fait. Vivre pour soi, faire ce qu'on a envie de faire et pas avoir peur. Parce que je vois encore beaucoup de gens qui disent « Ah, mais je vais pas faire ça, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? C'est pas conventionnel, mais on s'en fiche. » Tu fais ce que tu as envie de faire de ta vie, c'est ta vie, on n'en a qu'une. Et franchement, moi, aujourd'hui, vous allez peut-être dire que je suis égoïste. Oui, je suis égoïste, il n'y a pas de souci. Mais je vis, pour moi, je fais ce que j'ai envie de faire de ma vie. Si là, demain, j'ai envie de partir sur un coup de tête, après, il faut l'argent, dans le sud, j'y vais, tu vois. Si j'ai envie de me teindre les cheveux en bleu, je le fais parce que j'ai envie. Et vraiment, ne pas avoir peur, et ne pas avoir honte surtout, de s'exprimer et d'être la personne qu'on a envie d'être. Très beau message en tout cas. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Sibélia ? N'aie pas peur d'être qui tu es. Et n'attends rien des autres. Parce qu'en fait, je cherchais tellement l'amour des autres que j'ai perdu mon amour propre. Je voulais tellement me faire accepter par les autres. Je voulais tellement avoir des amis, être aimée, en fait, être appréciée que
moi-même, je me suis perdue. Je savais plus qui j'étais et je me suis perdue dans tout ce mélange, dans toute cette recherche d'acceptation. Donc ce que je dirais à la moi petite, c'est ne perds pas ton étincelle, continue à aller de l'avant et n'abandonne pas. Et c'est ce que je dirais aussi aux plus jeunes d'ailleurs. Bah merci Sibélien. Merci à toi.